Salut à vous, petites et grosses tentacules, et bienvenue dans cette émission du dimanche. Donc dans l'ordre, on va faire un peu de 7ème mer et puis de l'Imperium 5. Voilà. Avec du retour de partie et une grosse interview de Patrick qui passe partout en ce moment et qui est passé aussi ici. D'ailleurs, ce soir, je suis sur son Twitch, Twitch, hein, pour OBA. Parce que comme tous les dimanches, hein, il y a un intervenant sur un intervenant du jeu de rôle qui passe pour le projet Imperium 5 puis qui vous parle de trucs. Donc la dernière fois c'était Freux avec Londres et puis là ça va être ma pomme avec Tatin. Je vais vous faire des trucs sur des délires en fait de l'IA mégalo. Enfin, j'en reparle tout à l'heure donc j'arrête de m'étaler. Alors 7ème mer, déjà petite annonce du teasing. On va faire une spéciale crossover avec quelqu'un d'autre qui passe assez régulièrement, qui a sa propre chaîne YouTubeesque, pour vous faire un peu, enfin vous parler de la gamme, ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, enfin voilà. Donc je vais en garder un peu sur le coude et puis pas tout balancer sur le prix de l'arrogance. De toute façon, hein, si je dois être très synthétique, le prix de l'arrogance, donc la dernière grosse campagne de chez Agathe pour 7ème mer, que j'ai en version Joli Pirate Noir, du prix de l'arrogance. C'est en 3 actes, 2-3 parties, qui à chaque fois c'est quand même du gros scénario, il y en a pour beaucoup à jouer, plus une intro. Tatin, voilà, hop, on va en Amérique du Sud, et puis voilà, petit aller-retour en Amérique du Sud, avec petit problème. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a 3 manières différentes d'aborder la campagne, qui sont fournies en fait 3 angles de jeu différents. Soit tu peux jouer très magouille, soit tu peux jouer très surnaturel, soit tu peux plutôt t'orienter en fait sur tout ce qui est science et artefacts. Voilà. Sachant d'ailleurs que c'est pas possible de faire les mégalos et de dire je fusionne toutes les options. Parce que pour le dire simplement, en fait, par exemple sur une scène, on va l'appeler X, Y, Z, X, et ben en fait, en fonction du type de chemin, du goût de la campagne que tu veux donner, il va pas avoir les mêmes intervenants. Il va avoir un problème, mais il va pas se concrétiser de la même manière avec les mêmes intervenants et ça sera pas forcément exactement les mêmes choses sous-jacentes qu'il y a. Si vous prenez le chemin de la déesse, ça sera plus surnaturel. Si vous prenez le chemin de la manigance, ça sera plus de la magouille et sûrement machin qui bidouille et avec une société secrète. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une belle réussite, même si forcément, or 7ème ère c'est la grosse guerre hein, dans mes potes, j'en ai qui adorent puis qui jouent, et puis j'en ai qui détestent, qui trouvent que c'est une caricature de l'Europe fait par les ricains et que c'est une hérésie, et du coup ils jouent à Tedeum. Donc bon, et là en fait je trouve en fait que tout le monde a un peu raison, c'est que oui effectivement 7ème ère c'est un petit côté léger qui se prend pas au sérieux au sens c'est pas TDM. Ah ouais, c'est pas TDM. Et c'est un côté film hollywoodien KPDP, c'est flamboyant. Oui, tes persos peuvent très difficilement mourir. Faut que le joueur fasse nimp, qu'il ait de la malchance et que le MJ veuille sa tête. Faut aller loin. Mais par exemple ça, c'est intégré, ce que j'ai bien aussi apprécié, c'est pas une campagne en fait que tu perds si tu meurs ou tu as envie de dire mais du coup on va être oublié, enfin voilà, on va juste choisir qui c'est qu'on poutre. Il y a des enjeux et en fait l'histoire est faite de manière que l'échec peut vraiment intervenir d'une autre manière que seulement on a buté des joueurs. C'est pas des joueurs qui crèvent dans un donjon. Voilà. Et donc moi je trouve qu'effectivement elle est bien et que si tu joues à 7ème mer, t'as aucune raison de te priver de ça. D'ailleurs elle est plutôt jolie, tiens je vais faire une petite install pour vous montrer. Tintin, donc le prix de l'arrogance, qui pense qu'il est tout joli. La table des matières, donc oui, c'est du gros. Hein. Moi, plus de 300 pages. J'oserais dire une image qui va déjà pas mal vous spoil l'ambiance. Voilà. Quand je dis que c'est très Amérique du Sud, on est en plein dedans. Puis après, du beau boulot. C'est une prod française. Et c'est une très belle prod, tout simplement. Enfin ouais, moi je trouve que les auteurs peuvent être fiers d'eux. C'est du tout joli. De toute façon, c'est une campagne, donc je vais pas spoiler comme un gros malpropre. Donc ça, c'est les petits icônes en fait pour
Ouais, enfin, les différentes voies que tu vas choisir. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, enfin, c'est quand même bien différencié, quoi. Vous n'allez pas jouer exactement du tout la même aventure en fonction de quel type de voie vous allez suivre. Voilà. Mais du coup, la vraie question, je trouve, c'est est-ce que Escale, la donne est intéressante ou est-ce qu'Agathe, ils ont craqué du slip et puis c'est vraiment un truc juste pour gonfler les prix. D'ailleurs, je disais, les auteurs, on a donc Constant Destiny, Vincent Levalchef et Nelly-Anne. Voilà, les auteurs originaux de, enfin, de la campagne du prix de l'arrogance. Donc, Escale, qu'est-ce que c'est? C'est la couverture collector, donc du coup, tu n'auras pas le joli dessin qui va t'aider à retrouver. Il est pas reproduit à l'intérieur, hein. Donc, Escale, ça va être une add-on au sens c'est 9 scénarios qui viennent se greffer sur la campagne de base. D'ailleurs, je devrais dire 8 et une option, vu que le premier, c'est une introduction alternative. C'est au cas en fait où les personnages ne se connaissent pas, pour directement commencer par la campagne. Donc t'as ça, t'as aussi des annexes avec toute une petite galerie de trucs, 6 marins, enfin t'as pas mal de PNJ en plus qui te sont donnés, 6 ennemis, 6 bateaux, donc ça c'est assez utile. On est sur on est sur la cerise sur le gâteau, mais c'est toujours bien pratique. Et puis on a aussi des prêts tirés. Attention, il y a quelque chose de particulier par rapport aux prêts tirés, puisqu'on pourrait se dire oh c'est des prêts tirés pour la campagne et ils sont liés. Oui, mais en fait non, et voire non pas du tout, et c'est fait exprès. À savoir que dans les prêts tirés, il y a un peu, enfin mécaniquement ils sont faits pour, mais bon de toute façon, enfin voilà, il n'y a pas de méga interdit mécanique. Euh, c'est des persos avec du background et ils ont fait exprès de faire dans le background ce soit pas à chaque fois lié au prix de l'arrogance. T'as certains personnages qui ont certaines sous-quêtes en fait qui ne sont pas liées au prix de l'arrogance et qui vont être justement à des marges pour le MJ et les joueurs inventer ce qu'ils veulent. Voilà. Ça je trouve c'est vrai. Enfin, c'est un choix de création et donc au lieu de faire des pré-tirés particulièrement liés au scénar où ton personnage fait dire ah à tel endroit en fait c'est lié à mon background, tel PNJ machin et que voilà tout soit fait comme ça. Au contraire, ça va être du pré-tiré qui va amener des nouvelles zones de créativité possibles à table. Il y en a certains qui vont trouver ça très cool, il y en a d'autres qui vont se dire mais pourquoi? Enfin voilà, je vais le préciser parce que c'est comme ça et c'est un choix éditorial. L'autre truc qui a... Je vais arrêter de montrer la couverture collector parce que du coup ça fait joli pirate mais ça vous aide pas. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Parce qu'il y a des choses justement à préciser sur Escal qui vont en emballer certains et pas d'autres. On est donc sur 9 8 aventures plus une intro alternative avec pas mal d'auteurs différents. C'est que des auteurs différents. Des gens plutôt connus, hein, genre Astino. Et donc du coup, comment dire ça? Certaines vont plus être adaptées à certaines formes de voix, même si vu que c'est un plugin, que c'est un renforcement de la campagne, elles peuvent toutes être en fait jouées dans toutes les voix. Certaines sont quand même plus axées que d'autres. Et vu que c'est plein d'auteurs différents, en fait certaines vont vous emballer et d'autres sûrement moins. Par exemple, personnellement, voilà, il y en a deux que oui mais non. Tout simplement parce que, par exemple, Le Dernier Souffle du Vent de Samuel Tarapaki, je l'ai trouvé très bien. J'ai strictement aucun mal à dire sur cette aventure en elle-même. Par contre, par rapport à la campagne, elle amène une grosse redondance, voire une des retournances d'une des grosses thématiques de la campagne. Là, c'est un peu comme si dans un scénar de X-Files où toute la campagne, il va voir l'ombre d'une rencontre extraterrestre, tu avais un mini scénar à l'intérieur où tu rencontrais plein d'extraterrestres. C'est-à-dire, ouais, mais du coup, le goût général de la campagne, alors il y en a, je sais que ça va. Personnellement, moi, c'est un truc là où j'ai fait, mais il est très bien ce scénar, mais le problème, c'est qu'il y a une grosse redondance avec quelque chose qui est par rapport à la campagne globale. Et ça, perso, ça gênait. Et l'autre truc, le triomphe du soleil, le dernier, alors c'est hop, vous réglez tout. Et il y a un petit côté, ils le mettent dans l'intention de création du scénar, alors que ça se sent pas trop sur le scénar en lui-même. Mais voilà, ce petit côté de, on ferme la boucle, savoir un scénar qui vous ramène non pas
ouais, un petit peu au statu quo, qui vous ramène un petit peu à la situation initiale. Je ne l'ai pas trouvé autant marqué en fait que dans les intentions de description. Vous savez, les premières pages, on vous dit ouais, telle aventure, elle va vous fournir ça, telle aventure, elle va vous fournir ça. Là, c'est quand même textuellement, voilà. Au final, ils reviennent à leur point de départ et rien n'a vraiment changé. S'il y a quand même des choses qui ont changé et ils ont quand même évité quand même des gros problèmes au monde entier. Donc, si quand même. Mais c'est vrai que du coup, vu que si les joueurs réussissent, ils empêchent des problématiques, il y a le côté un peu rien n'a changé. Et surtout, enfin, on a un problème de pouvoir au début. On a 2 secondes le chat m'appelle. Voilà, j'ai fini d'être trollé par le chat. Enfin, c'est une aventure qui va vraiment plaire à ceux qui aiment les scénarios un peu thématiques où l'épilogue de l'épilogue, enfin, c'est l'épilogue, va avoir une résonance par rapport au début, et puis on va avoir voilà, des choses qui vont se rappeler l'un l'autre. Personnellement, après une telle campagne, j'aime bien au contraire le côté la rupture des personnages qui ont évolué, des situations qui ont évolué, et puis que les joueurs ont une sensation d'accomplissement. Mais ça, en fait, ça va complètement dépendre de quel type de MJ, quel type d'histoire vous aimez donner, quelle petite note de fin vous aimez produire, tout simplement. Voilà. Sinon, on peut aussi souligner que ces scénarios, ils ont fait le choix en fait de la densité, d'en proposer 9. Donc niveau technique, c'est beaucoup plus léger. Hein, voilà, il y a pas mal de choses qui vont être laissées à toi à mettre en tant que MJ. Alors que la campagne, elle, c'est du tout clé en main, machin. Là, on est plus sur du plugin avec t'auras un petit peu de boulot. Pas énorme, hein, mais t'as quand même un petit peu de boulot. Et puis, on est sur des aventures qui ont des tons très différents. Il y a voilà, il y a plein d'auteurs différents, donc il y a des tons très différents. Il y en a des qui sont un peu plus orientés combat, il y en a des où tu fais ouh, mais ça, c'est un mystère qui mériterait rien qu'une campagne à lui tout seul. Je pense au passage chez les sirènes, pour ceux qui l'ont lu, voilà, et je ne spoilerai pas plus. Enfin, on est là-dedans, il y a des tons très différents, ce qui fait que Escale, j'oserais le dire, bah en fait, si tu as beaucoup de temps pour faire jouer, que tu aimes vraiment bien Septième Mer, tu veux te mettre dans le prix de l'arrogance, et puis tu vas pas compter ton temps, oui, c'est un bon choix, parce qu'effectivement, il y a à boire et à manger, bah, je pense que c'est impossible que tu aimes tous les scénars qui vont être proposés, parce qu'il y a vraiment des goûts différents, on a des plutôt légers, voilà, et pas du tout légers. Tout comme, ben, c'est impossible qu'il y en ait aucun qui te plaise. Voilà. Moi, il y en a deux, ouais, qui m'ont gêné au sens, j'aime pas les fins qui font un petit peu truc circulaire et puis qui ramènent trop au début, puis qui vont donner une impression en fait, non pas d'impuissance, mais voilà, qui vont un peu gréver ce qu'ont fait vos joueurs, l'accomplissement des joueurs, enfin l'accomplissement des personnages. Et puis oui, celui qui fait une grosse redondance par rapport à la campagne globale, là, perso, ça bloque, mais à cause des thématiques. Alors que je trouve que c'est un des scénarios qui m'a le plus plu. Mais ouais, ce côté redondance thématique, bah, après, il y en a qui sont très kits. Voilà, t'as des lieux, des protagonistes, puis t'es jeté dedans, et puis démerde-toi. Enfin, voilà, il y a vraiment, il y a à boire, à manger pour tout le monde. Si t'es un fan de la Septième Mer, ne fais pas l'impasse. Si pour vous le prix de l'arrogance, ça vous tentait, et si on n'est pas sur une question budgétaire, on est vraiment sur une question de temps, tout simplement. Parce que l'air de rien, ça te rajoute 9 scénars, certains qui vont pouvoir se jouer en une ou deux soirées, d'autres qui vont être un peu plus longues. Enfin, ça dépend toujours, est-ce que tu fais des parties de 12 heures ou pas, hein. Mais si on part sur le principe que vous jouez 4 heures, par exemple, j'ai le petit kit en tête, même là, ça pourra vous prendre 2 à 3 parties, hein. Et si vous faites beaucoup de magouilles, ça vous en prendra plus. Enfin, ça peut vraiment rallonger la sauce, en fait. Donc, si on n'est pas sur le critère financier de t'as pas beaucoup de thunes et que du coup, le critère purement ludique, ça va être le temps. Voilà. Il y aura forcément le côté, il y a plein d'auteurs différents, donc ça donne des goûts et des interprétations. Il y en a, on est dans de l'histoire d'amour, il y a de l'histoire de fantômes, enfin, il y a un peu de tout. Euh, il y aura des trucs qui vont plaire, il y aura des trucs qui vont pas vous plaire. La question, ça va vraiment être, est-ce que voilà, vous voulez rallonger d'un petit tiers la campagne ou pas.
tout simplement. Et par les temps qui courent, je sais que tout le monde n'a pas le temps de se réunir plein de fois, donc voilà, je pense que c'est vraiment là l'enjeu d'Escale, c'est est-ce que tu veux te grossir le prix de l'arrogance, est-ce que vous avez le temps de vous rajouter en fait ouais, quasiment un tiers de jeu en plus. Voilà. Je crois que c'est là en fait le vrai truc à trancher, à savoir est-ce que Escale c'est pour vous ou pas. Parce que sinon oui on reste hein, dans les thématiques 7ème mer, dans les tripes 7ème mer. Il y a un petit peu plus de côté fourre-tout, donc par exemple pour ceux qui veulent vraiment une campagne avec le moins de surnaturel possible, c'est peut-être vous qui allez être le moins desservi par Escale, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui s'éloignent de la manigance, avec pas mal de trucs. Enfin, on a souvent du surnaturel, du mystérieux, des artefacts, voilà. On a quelques scénarios bien magouilles, enquête, tout ça, mais on a majoritairement, je trouve, on est plus sur la DS et le progrès, surtout la DS en fait. Même si bah, tous les 9 scénars, enfin les 8 plus 1, sont pensés pour être bah, adaptables sur toutes les voies. De toute façon, ils en parlent même au début, hein, dans les intentions de création. Certains scénars vont quand même plus coller à certaines formes de voix. Et je trouve la voix la mieux desservie, c'est la voix de la DS. Ouais, voilà. D'ailleurs, il me semble objectivement, quand tu comptes, ouais, très clairement. Mais ça reste des scénars qui sont prévus pour toutes les voix, pour pouvoir être adaptable à tout simplement, quelle que soit votre manière de jouer le prix de l'arrogance. Voilà, voilà. Hein, hop. Donc, en conclusion, ouais, j'ai fait un cut chat. Bon, en conclusion, tout simplement, ne boude pas ton plaisir. Le prix de l'arrogance pour 7ème mer, c'est un très bel ouvrage. On est, de toute façon, dans ce que t'apporte 7ème mer, dans le jeu en lui-même. Donc oui, il y a des côtés c'est pas caricatural, mais oui, il y a des côtés KPP. Enfin, on est sur quelque chose qui ose aller, voilà, dans son trait et puis s'assumer. Et donc, du coup, si t'aimes, voilà, si t'aimes pas 7ème mer, c'est pas la campagne qui va te faire changer d'avis. Si t'aimes 7ème mer, c'est une campagne qui va te faire jubiler, donc ne rate pas ton plaisir. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est une bonne manière de le dire sans déflorer le sujet. Et on se retrouve pour parler de 7ème mer le mois prochain pour notre spécial crossover. Mais non, on va embrayer sur Imperium 5, tout simplement parce que j'y ai joué cette semaine. Donc voilà. Coucou les compagnons joueurs, petite dédicace à vous. On se retrouve pour la fin de ce scénario, on va le poutrer la tête à ce boss. Et tout simplement juste pour 2 points, hein. Il y a l'interview de Patrick qui arrive juste après là, je vais m'amuser à faire le montage. Mais pour parler un petit peu du système et un petit peu de je passe ce soir sur la chaîne à Patrick, on va faire de l'IA folle ensemble. Donc voilà. Ah, je sais pas me vendre, donc ouais voilà, je vais pas me vendre. Mais ce soir, je participe au projet Imperium 5 et j'en suis bien fier et content. Sinon, Imperium 5, qu'a-t-il à en dire une fois qu'on y a bien joué, qu'on a testé côté joueur, tout ça, tout ça. Et ben en fait, je crois que s'il faut souligner surtout un point, on est sur un système qui est enfin voilà, Patrick il passe souvent à dire oui, c'est cinématographique, machin, et je pense, pour bien faire comprendre en fait qu'est-ce qu'il veut dire par on est cinématographique, on est sur une mécanique en fait qui fait que tout va être relatif à ton personnage. C'est-à-dire les objets n'ont pas de valeur en soi, ils ont des valeurs en fonction du personnage. Ce qui peut faire un peu concept là quand je le dis, mais voilà, une épée, elle sera pas comme dans ADD, une épée plus 5, qu'elle soit les joueurs ou par terre ou chez l'ennemi. Les choses vont avoir la valeur que vous, en tant que joueur, vous donnez, mais véritablement joueur, hein, parce que c'est un truc mécanique, c'est toi qui vas dire quelle valeur a l'objet par rapport à ta fiche de perso. En fait, tu as des objets qui peuvent avoir des importances, c'est-à-dire des bonus numériques différents, et c'est pas je trouve une épée plus 5, c'est je trouve une épée, et du coup, est-ce que je la mets à plus 5, plus 2, plus 1, c'est toi qui le choisis. Et en fonction des dés, tu vas pouvoir activer certains traits de ton personnage, certains équipements. À chaque fois en fait que tu as un succès, ça donne une unité narrative, et l'unité narrative en fait te permet de gratter une info, amener un élément, et par amener un élément, c'est de dire bah, voilà, j'utilise telle épée. Tu fais une attaque à l'épée, mais enfin, voilà, tu veux activer d'autres trucs,
et t'as mis ton épée à +2, bah, tu vas peut-être déjà activer des machins du genre super escrimeur. Enfin, voilà, c'est pas une mécanique qui est, on n'est pas sur du simulationniste en fait, on est sur une mécanique qui va servir le cinématographique. Ça va se sentir aussi par exemple, le MJ a une manœuvre qui fait qu'il va pouvoir te décrire quelque chose qui se passe pas sur ta scène. Par exemple, sur quelque chose qui va vous arriver dessus, ou il se passe quelque chose ailleurs qui, comme dans un film, en fait, tu verrais un petit et pendant ce temps-là ailleurs. Et ça, bah, les joueurs, ça leur est raconté pour qu'ils soient dans l'ambiance de l'histoire, même si par exemple le personnage, lui, peut l'ignorer. On est vraiment dans quelque chose qui est, bah, en fait, qui dans les mécaniques sont c'est assez filmique. Et c'est pas forcément évident à appréhender pour un vieux de la vieille, tout simplement. Même si bon, c'est voilà, il réinvente pas l'eau chaude, hein, c'est des trucs qu'on a déjà vu ailleurs. Mais bon, après, il les repasse à sa sauce, hein, bien évidemment. Sinon, il aurait pas fait son jeu, enfin, il aurait pas fait sa mécanique en plus sur son univers. Mais voilà, alors comment je pourrais expliquer ça? Enfin, j'aime bien l'exemple de l'épée +5. Mais oui, les valeurs les valeurs des équipements n'est pas, c'est pas en eux-mêmes, c'est relativement au personnage par rapport au moment de l'histoire. Mais même un point, par exemple, dans la partie, à un moment, je voulais utiliser un élément du décor qui du coup, moi j'aurais bien voulu le chiffrer haut, mais vu que ça faisait pas partie mécaniquement de nos possessions à nous en tant que joueurs, bah, c'était codé autrement d'un point de vue jeu. Ben voilà, c'est vraiment une nouvelle manière de mécaniser les choses. Comme ça m'a un peu fait penser à des jeux qui sont justement pas. On n'est pas sur un jeu qui a une volonté simulationniste du réel. On est sur un jeu qui tente d'amener des mécaniques qui poussent la narration, même si c'est du coup des mécaniques qui vont. Bah, ça dépend pas mal aussi des jets de dés, un peu comme un apo, où d'abord tu jettes les dés, après tu vas décrire. Bah là on est clairement là-dedans, hein. Tu as ton intention générale, tu jettes tes dés, et en fonction du résultat de tes dés, tu vas gagner des unités narratives qui vont te permettre de raconter ce que tu fais. Donc en gros, au début, il y a ton intention, et c'est seulement après que tu vas vraiment décrire ton action, et puis comment tu y arrives. Bah, c'est con, à un moment, moi, j'étais un bidouilleur de nanotech, hein, puis je tente de hacker une bagnole. Bon, j'ai 4 réussites. Moi, à la base, je voulais juste hacker la bagnole pour qu'on puisse s'enfuir avec. Bah, du coup, avec les 4 réussites, j'ai pu faire d'autres trucs. J'ai relocalisé le pondeur. Oh non, en fait, on est très très loin. Enfin, voilà, t'arrives à gratter d'autres infos, ce qui fait que ton action, bah, en fait, elle va dépasser ce que ton intention de base. Voilà. C'est-à-dire mécaniquement, bah, j'ai utilisé une de mes réussites pour activer le fait que je savais mentir et que j'étais balèze à faire des faux semblants. Du coup, ça me donne une bonne grosse marge numérique pour bah, réussir à les gens qui nous coursaient, leur faire croire qu'on était parti à 15 000 km dans une autre direction. Enfin, avec des véhicules super rapides à la Star Trek, hein, t'es pas en trottinette, hein, t'es en truc qui allait vite, hein. Et puis bah voilà, quoi, comme ça. Mais c'est pas. Voilà, j'aurais moins réussi au dé. Bah, mon action, ça aurait pu se résumer à j'arrive à voilà, pirater la bagnole, puis on peut s'enfuir avec. Et si j'avais pas du tout, enfin comme dans un jeu de rôle normal, classique, hein, tu rates ton lancer de dés, bah t'arrives pas à faire ta tentative d'action. Et là, ce que je veux dire, c'est vraiment ton résultat de dés va amener des éléments supplémentaires que tu vas pouvoir décider. Tout comme le MJ lance aussi des dés pour voir si lui il a le droit d'emmener des événements supplémentaires dans le discours que tu crées pour mettre des trucs à lui. Là, par exemple, il aurait réussi son jet, bah, il m'aurait peut-être dit, ouais, mais alors en fait, t'arrives à faire tout ça, mais au moment où tu déclenches l'alarme de la bagnole et vous êtes tous enfermés dedans. Et vu que la moitié du groupe était hors de la bagnole, là on aurait été dans le caca parce qu'on aurait eu une partie du groupe enfermée dans la voiture, même si j'avais le contrôle, les sécurités, enfin, alerte intrusion, et puis ça fermait. Puis on avait une partie du groupe qui était dehors. Enfin, je suis peut-être pas très très clair. C'est peut-être pas clair du tout. J'espère que c'est un peu clair. Je sens qu'il va falloir que je m'explique dans les commentaires. Mais voilà, bon, je vous laisse avec Patrick parce que je sens que je vais blablater 15 jours, moi. Et puis on se retrouve ce soir, tout simplement, pour parler d'Imperium 5, ceux qui le veulent.
Et bah, des bisous à tous et bon week-end à vous. Bon long week-end à vous. Profitez bien. Skype, c'est parti. On ne sait jamais quand c'est qui démarre. Voilà. Eh ben, salut à toi, Patrick, bienvenue. Et puis, hop, aujourd'hui, on parle d'Imperium 5. Tatin. Donc, voilà. Hello. Bienvenue. Bah, merci à toi de l'invitation. Bah, de rien, de rien. En plus, c'est mon tour de passer dimanche. Donc, ah oui, c'est histoire d'être. Ah, dégage le pop-up. Voilà. Mais putain, mais je vois plus ta tête. J'ai des méchants pop-up qui viennent se cacher sur ta tête. Voilà, ils ont dégagé les pop-up. Donc, tu as mis sous la main la jolie boîte rouge que juste avant l'interview, tu commences à faire. Oh, qu'est-ce que c'est que ce joli truc? On va éviter les reflets. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce joli truc? Ça, c'est une petite boîte qui est dédiée en fait à l'arc narratif Rebuild 0 et qui sortira, je pense, début milieu 2024 pour ranger en fait l'ensemble des scénarios de l'arc narratif Rebuild 0 qui va avec le kit de démarrage. Voilà. Donc les scénarios sont faits pour remercier les gens qui nous ont fait des retours depuis presque 2 ans maintenant. Et je trouve que c'est un bel objet, une boîte qui va vous permettre en fait de ranger les scénarios et de vivre de belles aventures dans le monde d'Imperium 5 avec ces 6 scénarios qui devraient vous emmener sur à peu près 80-90 heures de jeu. Voilà. Une boîte rouge très clin d'œil à un autre grand ancien. Ouais, on peut le citer. En fait, on va dire que c'est presque mon premier jeu de rôle auquel j'ai dû jouer en 84, que j'ai acheté avec la boîte qui est juste après. Je sais plus si c'est la boîte bleue ou la boîte verte, celle d'après. Je sais plus. Et puis je trouvais l'illustration de Larry Elmore très tu te projetais totalement en fait dans l'univers et donc tu découvrais ce qu'était que le jeu de rôle. Et ça, c'était fantastique. Et donc je me suis dit, on est dans Imperium, l'arc narratif Rebuild 0, l'histoire va nous mener dans des petites histoires de nobles. Les nobles, ils ont des espèces de liens avec ce qu'on appelle des chimères, des espèces d'animaux totémiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans mon imaginaire un noble qui potentiellement aurait un dragon? Voilà. Et donc à partir de là, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Je construis la boîte rouge. Elle aura 2 utilités. Premièrement, elle permettra de ranger l'ensemble de l'arc narratif, Rebuild 0. Et deuxièmement, il y aura comme d'habitude des petits easter eggs, des petits clins d'œil qui seront utilisables en jeu, dans la boîte. Enfin, sur la boîte plutôt. Oui, sur les contours. Exactement. Donc hop, tu me tends la perche pour qu'on aille de pied en pied, parce que tu parles des chimères, mais bon, t'es passé à droite et à gauche, j'avoue que j'ai pas vu absolument tous tes passages de partout, mais je t'ai dit, ouais, moi je trouve ce qui pourrait être toi quitte à ce que tu passes, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on mette les pieds dans le background, et je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point Imperium 5, c'est un jeu où, certes, c'est futuriste, on n'est pas très loin de l'apocalypse quand même. Enfin, il y a vraiment tout un côté, il y a des gros dangers qui viennent, il y a un gros enjeu et beaucoup de choses du coup qui sont laissées dans les mains des joueurs. Et voilà, si tu avais un petit peu envie d'en parler, histoire de donner du goût. Ouais, en fait, ça fait partie, c'est pas vraiment un secret, c'est des choses que les joueurs vont progressivement découvrir, mais l'idée, c'est qu'on est dans un monde très sombre, voilà. Et comme je te l'avais dit, en fait, l'étincelle, elle va être apportée par les personnages et les joueurs. Cette étincelle, évidemment, c'est les joueurs et la table les joueurs, les joueuses, la table qui vont déterminer l'orientation de cette étincelle. Est-ce qu'elle va être extrêmement brillante? Est-ce qu'elle va accentuer l'obscurité? Ça, je laisse libre la table de décider. Et il y a des éléments de mécanique, c'est-à-dire que chaque fois qu'une table finit une aventure, le meneur a un peu de boulot à faire. C'est quelles sont les conséquences, les résultats de cette action, de ce scénario.
Et il va devoir en fait bouger des espèces d'horloges de l'apocalypse, les faire avancer progressivement. Et comme tu l'as dit, on est dans un monde, on va dire, de fin du monde, et les apocalypses peuvent provenir de plusieurs endroits, voilà, selon les actions des joueurs. Donc, et l'objectif, c'est véritablement que les joueuses et les joueurs se rendent compte à un moment donné qu'elles sont au pied du mur et que si elles avancent, ça peut précipiter les choses. Et ce sera à elles de décider si elles vont dans une direction, si elles essayent de ralentir le mouvement, si elles vont dans une autre direction, etc. Voilà. Parce que oui, il y a tout un côté jeu, non pas d'exploration au sens aller dans des forêts pour aller poutrer des gobelins, mais beaucoup de, pas seulement de secrets, mais vu qu'on a tous perdu la mémoire, de toute façon, de choses à découvrir. Mais il n'y a pas seulement le côté on découvre des choses, il y a en découvrant des choses, on prend conscience de l'univers et des mécaniques qui sont en train d'évoluer, et on se positionne en tant que joueur et joueuse face à même pas ces manigances, mais face à ces phénomènes. Ouais. Alors après, au-delà de phénomènes, c'est des éléments systémiques qui sont en marche, que les joueuses et que les joueurs vont, et le meneur aussi, vont découvrir. C'est des phénomènes qui ont été déclenchés par le cataclysme, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a des décisions fondamentales pour reconstruire la civilisation qui ont été prises. Ces décisions, en fait, génèrent des phénomènes systémiques. Donc, les joueurs vont rentrer dans ce phénomène-là et ils vont pouvoir contribuer à ces roues systémiques, les orienter, les arrêter, mais à chaque fois, il y aura des conséquences. Voilà. Bon, je ferai du boulot de montage si tu me dis que j'ai fait un gros spoil, mais par exemple, parce que là on est très concept, machin, mais en citant par exemple, les chimères, ça peut vite déraper, t'en parlais. La question de l'énergie, parce que dès le kit de base, on a, il y a des grosses tours de l'énergie, machin, mais tout comme dans notre monde réel avec la géopolitique où on est capable de se faire boum boum sur la tronche pour du pétrole, l'énergie c'est un gros putain d'enjeu. Ouais. Certains impériums qui font genre un petit peu tout beau, mais que ça pue bien du cul l'horreur à l'intérieur. Ouais, alors pas spécialement les Imperium. Je préfère mettre les pieds dans le plat et t'es pas obligé de couper. Je dirais potentiellement ce qui se cache derrière l'administration générale, c'est-à-dire Mu. Voilà. Yes. Là, on est véritablement dans un arc narratif qui peut tendre vers l'horreur. Okay. Et dans les trucs que justement je ne sais pas en termes de secret du jeu, donc comme ça je me permets d'avancer et puis tu répondras pas. Mais ouais, tout le côté, donc on est vraiment dans du transhumanisme, donc ça s'appelle pas Rebul pour rien, on recrée de l'humain. Et je vais écorcher le nom, il y a les Morlocks qui sont un peu vus comme des gros parias. Moi, je n'ai pas encore accès à cette partie-là du background. Hein. Je suis sûr que les Morlocks, c'est la vraie humanité et qu'on est juste une grosse bande de connards à leur exterminer la gueule. Hein. Mais je dis peut-être de la merde. Mais logiquement, vous jouez des humains. Je vois pas pourquoi tu dis ça, quoi. Ah, parce que je dis, toi, vu qu'on est des humains reconstruits, peut-être que eux, c'est les humains pas reconstruits. Non, mais je suis pas en trip dans ma tête. Hein, mais justement, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Voilà, non, parce que je suis au courant de certains secrets, mais je suis pas au courant du tout de tout, quoi. Hein. Et d'ailleurs, le soir, on a échangé sur les secrets. C'est, voilà, je pense que le background d'Imperium, c'est dur de se rendre compte à quel point toi, c'est gros derrière. Parce que, toi, même ce que tu as mis dans le kit de base, il y a des trucs, une fois qu'on connaît certains secrets, on relit le kit, on fait ah, là, c'est ça, là, c'est ça. Toi, la première lecture, moi, je suis passé dessus, j'ai rien vu, quoi. Ça a été un travail assez difficile. Moi, je suis pas un auteur. Je suis pas du tout Trikitov. Je suis plus un designer ou un créatif. Et voilà. Et donc, ça a été un travail très difficile d'écriture
parce que je ne pouvais pas tout dire, mais je devais donner l'envie de. Et je pense qu'au niveau de l'univers qui est décrit dans le kit Rebuild Zero, on a en fait un aperçu, on se pose un certain nombre de questions, mais c'est un peu édulcoré. Voilà. Moi, je pense que tu as été trop subtil. Tu vois, après avoir compris le truc, je me suis dit, c'est vraiment subtil en fait. Ouais, c'est possible que ça joue sur des mots, sur des tournures de phrases, sur des annotations qui sont posées à droite à gauche, sur les breaking news. Voilà, donc ça, on me l'a reproché. J'essaierai d'être un tout petit peu moins subtil. Alors, je ne sais pas si c'est de la subtilité, mais j'essaierai d'être un petit peu plus... rien que dans la mécanique des secrets, on sera dans de l'encyclopédie avec des faits très clairs, très précis, et puis voilà, un côté beaucoup plus nébuleux pour laisser les meneurs avoir des coups des franches aussi. Voilà. Ok. Et du coup, putain. Désolé, je pars dans ma tête. Alors déjà, je range dans ma tête. Voilà. Et ayant des questions, le truc par lequel on a commencé. Donc oui, le pledge en ce moment. Oui. On a franchi le premier palier. On était sur les mêmes espérances, à savoir, on croise les doigts pour, en fait, tout simplement pour les campagnes. Oui. Parce que, en fait, les campagnes, elles sont... Alors, je vais reformuler, c'est des mini-campagnes. Après, certains pourront les appeler des campagnes. C'est entre 30 et 50 heures de jeu. Donc, je ne sais pas pour toi si c'est une campagne ou pas. Moi, par rapport à mon rythme de jeu, en général, une partie de jeu, c'est 8 heures. Je sais que maintenant, je pense qu'on est plus proche des 3 heures pour une partie de jeu. Donc, ça fait entre 5 et 10 séances, ce qui est pas mal. Donc, ça va vous permettre en fait de vous plonger dans l'univers et d'appréhender chacun, on va dire, des arcs narratifs, des constructions. Il y a la mini-campagne Imperium, qu'elle porte bien son nom. Vous allez plonger dans les Imperiums, donc dans les empires qui dominent le monde. Quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont organisés, et donc en fait avoir une vue un petit peu d'ensemble. Chaque Imperium a sa propre identité, évidemment, mais ça permet en fait de comprendre qu'il y a des agences, des sous-agences, qu'il y a des guerres secrètes qui sont fomentées très rapidement, il y a des tentatives de hacking et de piratage pour se voler les technologies, etc. etc. Donc dans ce fameux palier, il y a aussi la campagne MU. La campagne MU est une campagne en fait qui permet de découvrir l'intégralité de l'univers de MU, c'est-à-dire l'administration générale, on va dire le visage principal de MU, celui que tout le monde connaît. C'est l'administration générale, c'est elle qui paye le revenu de subsistance. C'est elle qui vous fournit, les comment on appelle ça, les appartements, etc., etc. Mais derrière, MU, c'est une organisation très secrète. C'est une organisation qui est tentaculaire, mystique, et qui, au fur et à mesure qu'on rentre en profondeur, en fait, on va découvrir des choses qui sont plutôt sombres. Voilà. Et donc, tes objectifs, c'est pas être l'office HLM du secteur, quoi. Alors, même l'administration générale, c'est pas son objectif, mais elle le fait. Et MU, vous allez le découvrir, MU, elle se targue d'avoir reconstruit la civilisation et d'être garante de la renaissance de l'humanité. Voilà. Dans les autres petits trucs, je coq à l'âne, hein, mais alors autant l'univers, il va se développer en fonction de l'intérêt des joueurs désignant, enfin aidant le MJ à la proposition des scénarios. Après, dans le kit du base, il y a, et ça je ne sais pas si c'est les joueurs ou le MJ qui le choisissent, mais on a différents tons de jeu. Enfin, toi, on peut jouer avec le côté très pulp, où on a des règles qui tendent les choses, hein, on va le dire comme ça, jusqu'à un niveau beaucoup plus réaliste. Ouais.
Alors ça, ce sera dans la mécanique du jeu, ce sera dans le livre 1, le livre essentiel. C'est la table qui va déterminer. Alors évidemment, là, j'allais dire, après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais nous, dans l'idée, c'est on pose les mécaniques de base et on met tous les curseurs à 0. C'est-à-dire, quels sont, d'un point de vue univers, quelles sont les relations entre les empires, quel est le niveau de découverte de la technologie, etc. Voilà. On met en fait tous ces curseurs-là à 0 et on va proposer à la table de faire des choix. Est-ce qu'il y a beaucoup de tension entre l'alpha et la dreadlim, entre la dreadlim et le salarium? Donc on demande à la table de poser en fait le constat initial, et on fait ça aussi au niveau des règles. Là, actuellement, ce que vous pouvez tester, c'est la version méga pulp. Les personnages sont à leur top. Ils arrivent à plier la réalité à leur volonté très souvent, grâce à une mécanique de paradigme. Bref, ils ont accès à tout. Et on a intégré aussi toutes les options possibles. Et on va proposer à la table de choisir, est-ce qu'on est dans un univers où un ou deux coups de blaster peuvent me tuer? Enfin bon, dans Imperium 5, c'est pas très grave, mais ça peut être un peu embêtant tout de même. Et donc, à partir de ces questions, la table va pouvoir se dire, ok, moi, mon personnage, il peut subir au moins une rupture avant de mourir. Moi, sur ma table, j'ai envie que ce soit du pulp, comme sur le kit de découverte, je veux 3 ruptures. Donc, je vais pouvoir me prendre 3 blessures graves avant de passer l'arme à gauche. Ainsi de suite. Et en fait, ils vont sélectionner le niveau de mécanique, de greedy de leur univers, ce qui ne va pas les empêcher de découvrir l'univers, et ce qui ne va pas les empêcher, au fur et à mesure, de se dire, si on faisait un petit step-up de nos personnages, on en a chié pendant 15 heures, je trouve ça cool, mais on a rencontré un noble, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en étant à côté de lui, il nous a step up un peu, ou on a fait un pacte avec une entité quelconque, et ce qui fait que maintenant, on a tous une rupture supplémentaire à pouvoir cocher. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont les options en fait qu'on va mettre au départ pour que les gens puissent jouer à Imperium selon leur propre sensibilité. Ça va être accompagné de petits scénarios qui permettent en fait aux meneurs de tester un peu. Voilà. Pour qu'ils se disent, tiens, ouais, là, effectivement, c'est peut-être un petit peu trop mortel, est-ce qu'on ne peut pas réajuster, les gars, parce que, voilà. Donc là, on est dans la construction d'une campagne où une table se dit, je vais me lancer à corps perdu dans Imperium, et je vais pouvoir jouer et masteriser pendant des heures. On a un peu comme dans les jeux vidéo, on a des pré-configs, tu vois, où on va leur dire, vous souhaitez être pulp, comme dans le kit, vous prenez ce settings d'option. Vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu plus modulaire, vous avez ce type d'option. Voilà. Donc non seulement on aura 3 setups, et ensuite on a le module en fait qui permet de personnaliser un peu la difficulté. Donc ça, c'est dans le livre 1, l'essentiel. Ouais. Je me dis, des gens qui sont pas... ils pourraient avoir peur... comment dire, Imperium 5, c'est un jeu modulaire, c'est pas un jeu en kit. Oui. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a un accompagnement permanent. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que un joueur, un meneur, une meneuse commence à lire le bouquin, on va lui dire ok, lis cette section-là. Si elle te convient, garde-la en mémoire. Peut-être que tu peux rester à l'option 1. Lis la section 2. Si la section 2, tu t'es entre guillemets perdu, reste sur la section 1. Voilà, ça c'est une mécanique qu'on met en place en fait pour un autre jeu qu'on est en train de développer qui s'appelle Greca, où en fait on tient par la main les gens pour les accompagner dans l'univers, dans la mécanique, dans la profondeur de l'univers. Donc à chaque fois en fait on va expliquer, tu as différentes options, lis l'option qui t'intéresse.
Si elle te convient, bah, tu peux la garder et tu ne tiens pas compte des autres options de création de personnages, de création de campagne. Si tu veux être accompagné de bout en bout, eh bien, on te conseille de prendre la version classique, la version pulp d'Imperium, et tout sera décrit en fait de cette manière-là. Donc le but, c'est pas de demander aux joueurs de prendre des morceaux à droite, à gauche, d'attendre des extensions, etc. C'est de leur construire en fait un accompagnement pour qu'ils puissent se dire j'ai construit la base de ma campagne, je suis à l'aise dedans, je me suis installé dans le fauteuil, je vais pouvoir jouer à ma campagne d'Imperium. Oui, du coup, je repense à l'Octogone d'il y a 2 ans, quand tu m'avais parlé du projet, puis que tu étais déjà dans ce genre d'arborescence avec si comme ça les joueurs ils choisissent ça, bah du coup ça pourra. Donc voilà. Non, non, mais c'est des souvenirs qui n'intéresseront Ouais. pas les gens qui ne l'ont pas vécu. Donc Mais en fait, c'est une réflexion je pense que c'est une réflexion très importante, c'est-à-dire qu'en fait, l'intention d'un jeu doit être donnée par l'auteur ou par les auteurs au départ, et en fait, il faut aider le joueur à rentrer dans le jeu. Dans Imperium 5, on n'est pas dans un jeu d'initiation, très clairement, d'accord? Mais ça ne nous empêche pas d'être clair sur notre intention et clair sur la manière dont on peut emmener les joueurs dans un univers qui est tout de même très compliqué. ouais. Et en plus, en termes de, j'y pense à cause de la petite Ronin derrière, on peut vraiment jouer tout un panel de personnages. Avec d'ailleurs tout plein de concepts qui sont amenés, tu vois, genre les hackers, les vrais hackers, Ouais, genre, rien que dans le kit du bas, genre, oh, il y a un gamin de noble, rien que ça, tranquille. ouais. Alors, je rentre un petit peu dans les détails, en fait, un peu mécaniques. Chaque personnage va être véritablement symbolisé par ce qu'on appelle son archétype. Pour moi, en fait, rien de plus simple d'imaginer ce qu'est un personnage si je te dis, par exemple, ancien soldat de Corée. Voilà, tu arrives à te projeter sur ce qu'il est, sur ce qu'il peut faire. Voilà. Et en fait, c'est ça le centre d'un personnage. Mais on s'est dit, on va rajouter un peu d'éléments pour aider le meneur, la meneuse, le joueur ou la joueuse à avoir un lien privilégié entre eux pour qu'ils puissent échanger et avoir une vision du monde particulière. Donc on a inventé ce qu'on appelle le rôle, enfin on l'a inventé, bref, on l'a intégré dans Imperium, j'ai rien inventé du tout. Et le rôle, c'est quel est le rôle que le film, j'allais dire Imperium 5, va imposer à un personnage. Et donc ces rôles-là, on en a déterminé 5. Un des rôles, c'est le rôle de hacker. Chaque joueur va incarner un personnage et chaque personnage va avoir un seul et unique rôle. D'accord ? Sauf s'ils se mettent d'accord et qu'ils ont tous le même rôle, ce qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Et ça permet en fait, au moment où je vais te décrire quelque chose, si tu as choisi le rôle de hacker, je vais te le décrire en incluant du vocabulaire, en incluant la notion de l'onde, et ta perception du monde, en fait, elle va se faire de manière double, de manière réelle et avec la vision de l'onde. D'accord ? Le ressenti des personnes, ce qu'ils vont dégager, leur rémanence, tu vas le percevoir via l'onde. Tu vas percevoir des choses qui se déplacent dans l'onde et qui n'existent pas dans le réel. D'accord ? Voilà. Et le rôle, en fait, va archétyper un peu plus ton personnage et lui donner un peu d'individualité. D'accord ? Je repars sur le background, hein. Tu m'as dit que j'avais carte blanche pour donner libre cours à mon chaos personnel. Le concept d'onde, on n'est pas juste dans un truc, comment dire, c'est très matrixien, j'oserais dire. Ouais, au fur et à mesure, il s'est étoffé. Hein. Mais là, en ce moment, j'allais dire la dernière définition, on a fait un live collaboratif sur l'onde et il y a eu avec Freux, il y a eu beaucoup d'idées, etc., qui ont été échangées. Évidemment, moi, j'ai ma vision de l'onde, mais le but, c'est pas d'imposer ma vision de l'onde, mais c'est d'apporter en fait une cohérence par rapport au réel. Et l'onde, c'est une superposition de mondes
quelque chose qui entoure notre monde et qui interagit avec lui. Il interagit avec principalement ce qui est technologique. Ouais, c'est bien, comme ça tu l'as dit, D'accord. on est bien d'accord, l'onde n'est pas... Enfin, tu sais, parce que quand tu disais virtuel, réel, ça n'est pas moins réel, l'onde. Non, ouais. Alors c'est pas l'onde, c'est deux univers. Il y a l'onde et le réel. D'accord. C'est pas le virtuel et le réel, c'est l'onde et le réel. D'accord. Donc l'onde, en fait, a un rôle, a une existence, est intrinsèquement lié au réel. Et il est le champ, on pourrait le définir comme des limbes, comme un maelstrom de matière qui va permettre en fait de véhiculer des informations, des données, qui va permettre de véhiculer des pensées, des volontés qui vont s'imposer à l'onde parce que peut-être elle est plus malléable ou peut-être parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles elle se laisse manipuler. Ce qui permet en fait dans l'onde de pouvoir créer ce qu'on appelle des virtualisations, de pouvoir créer des poches dimensionnelles. Et l'onde semble être reliée à d'autres choses plus profondes, plus dangereuses, plus sombres, qu'on appelle l'onde profonde. Et au-delà de l'onde profonde, je ne vous le cache pas, il y a sûrement autre chose. Voilà. Et les choses sont très liées. C'est juste que on donne au rôle du hacker et à certains individus tels que les nobles cette capacité d'aller dans cette dimension. Les autres personnages peuvent y aller en utilisant des équipements. Les NPC peuvent y aller en utilisant des équipements, mais genre mastoc. D'accord. Pourquoi les autres NPC sont désavantagés par rapport aux personnages non hackers? C'est que les personnages non hackers ont logiquement dans leur entente un hacker qui va les harmoniser plus facilement. Voilà. Qui va leur permettre en fait de traverser potentiellement le réel pour se projeter dans l'onde. Voilà. Alors que logiquement, les NPC, sauf des NPC exceptionnels, qui sont eux-mêmes des hackers, vont utiliser des espèces de machines gigantesques de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui vont venir s'enserrer autour d'eux et ils vont subir des espèces de plongées en eau profonde pour aller dans les profondeurs de l'onde. Voilà. Donc c'est vraiment en fait un univers un petit peu parallèle qui est en superposition où le réel se projette, qui a une zone qu'on appelle l'onde de surface qui est entre le réel et l'onde, qui permet de véhiculer les communications, les news, les informations, etc. etc. Et cette zone un peu poreuse permettrait potentiellement à des choses qui sont dans l'onde, peut-être de passer dans le réel. Voilà. Il vaudrait peut-être mieux pas qu'elle passe dans le réel. Ça n'arrangerait pas forcément le réel, quoi. Non, ouais. Ok. Sinon, j'étais parti ma tête. Les nobles, le fait que dans le kit, il n'y en a qu'une vingtaine et que... Oui, question. Alors, les nobles, du coup, ils vont tous être développés ou est-ce que tu vas en proposer qu'un certain nombre et puis le reste, ça va être MJ fait comme tu veux? Alors, en fait, il y a les fameux 3 nobles les plus puissants du monde. Ceux-là, ils vont être caractérisés, ils vont avoir un rôle dans les différents scénarios, dans les mini-campagnes, surtout dans la campagne noble. Il y a des nobles qui sont mineurs, mais qui ont disparu, dont on parle. Il y a les nobles que certains membres de la communauté vont créer durant les lives collaboratifs. D'accord. Et ensuite, on va imposer des règles. On va expliquer aux meneurs, dans le livre des secrets, qu'est-ce que c'est qu'un noble, comment se crée une hiérarchie entre nobles, et comment on travaille la personnalité et l'individualité d'un noble. Un noble ne fait pas partie, entre guillemets, d'une famille, il ne se serre pas la main, ce n'est pas les Bourbons,
on part du principe, l'idée de base, c'est que tous les nobles se supportent à peine entre eux, et s'ils ont un moyen de se détruire les uns les autres, ils le feront. Voilà. Donc, il y a les règles, comment on crée un noble, comment on le classifie. Obligatoirement, on a les 3 nobles les plus puissants. Et ensuite, vous pouvez interagir, refaire revenir un noble qui aurait disparu depuis très longtemps, etc. Mais dans tous les cas, en fait, il y a des règles pour structurer en fait la création de vos nobles, pour que l'univers garde une cohérence. Ok. D'autres points que tu voudrais évoquer? Parce que moi, après, je suis juste dans les petits secrets que j'ai en tête par rapport à mes propres bidouilles, donc je vais gentiment bien fermer ma bouche. D'accord. Bah oui, parce que ça, tu pourras les révéler dans un premier temps sur le live, et puis ensuite, tu auras sûrement d'autres choses où on pourra teaser. Je pense que l'un des éléments qui est moteur, c'est que les joueurs et même le meneur vont découvrir l'univers progressivement. Et en fait, on découvre l'univers progressivement en posant des questions. Vous allez rencontrer des anomalies, les meneurs vont vous construire des histoires, vont s'inspirer des secrets pour vous construire des histoires, vont vous mettre dans les mini-campagnes, et à partir de là, en fait, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous allez poser des questions. Des fois, vous allez créer des incohérences. Vous allez dire oui, machin est marié à Bitulle. C'est pas grave, d'accord? C'est des concepts qui vont venir, que vous allez appréhender progressivement. Et d'ailleurs, vous allez vous poser des questions. Si le meneur vous dit non, mais c'est pas possible, en fait, ils sont pas mariés, ils sont juste associés, où ils ont un contrat particulier avec l'administration générale qui les lie tous les deux. À ce moment-là, on peut se poser la question, pourquoi le mariage n'existe pas, ils vont pas avoir d'enfants. Ces questions, elles sont naturelles dans Imperium et elles vont vous permettre de découvrir l'univers via des aventures-réponses que le meneur va vous faire. D'accord ? Donc le meneur, lui, il n'est pas obligé de lire l'ensemble des secrets. Il va pouvoir lire les secrets qui vont l'intéresser et qui correspondent aux réponses qu'il doit donner. Ce qui va permettre à la table, au bout d'un moment, si elle le souhaite, de switcher. J'ai envie de devenir meneur d'Imperium et j'ai plein de questions, j'ai envie de découvrir plein de choses sur Mu. Et donc, je vais emmener mes joueurs vers une autre branche d'Imperium, et puis au bout d'un moment, ce sera peut-être un autre joueur qui voudra prendre la place de meneur et qui voudra découvrir des choses sur l'hypertechnologie, et il va nous embarquer dans des explorations de pyramides où tous les personnages vont ressortir en petits morceaux parce que c'est extrêmement dangereux. Voilà. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important à comprendre. C'est-à-dire que c'est un univers très dense, on n'est pas obligé de tout explorer, c'est très important, et on peut picorer dedans et le découvrir progressivement. Et même le meneur peut faire ça. Oui, il est structuré pour que ce soit possible. Je trouve que pour moi, c'est une hérésie. En tant que meneur, ne serait-ce qu'en tant que lecteur, ne pas me bouffer tous les secrets, Mais oui, c'est une autre manière d'envisager l'abord du jeu de rôle, le côté plug and play. Je découvre avec ma table, et puis je me réserve des zones d'ombre, vu que les scénars sont préconstruits, pour devenir joueur et découvrir les trucs que j'ai pas découverts. Genre, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, ou tiens, qu'est-ce que ça va être Mu. Oui, ok. Voilà. Après, vous aurez les bouquins entre les mains, donc si vous voulez vous palucher des centaines de secrets, ce sera avec joie. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, on en a discuté avec Trekitov, il y a, on va dire, les piliers, les secrets piliers du monde. Ces secrets piliers ne sont pas nécessairement à dévoiler à la fin de votre campagne. D'accord ? Parce qu'au final, c'est pas réellement... Eux, ils vont vous apporter beaucoup plus de contexte. Ils vont vous affirmer des choses très, très fortes. Qu'est-ce qui a déclenché le crash quantique? D'accord. Moi, personnellement, je ne l'ai pas dévoilé à la fin de la campagne. J'ai fait un arc narratif avec une tension, et à la fin de la tension, j'ai dévoilé le truc. Voilà. Ce qui fait que mes joueurs étaient très satisfaits, ils ont obtenu une information majeure, et ça leur a ouvert les chakras
pour comprendre un peu plus l'univers. Mais ça a posé énormément d'autres questions. Et donc, il y a des secrets qui découlent de ces piliers majeurs et qui sont en fait des secrets qui sont plus facilement manipulables par les meneurs pour les créer eux-mêmes, en fait. Ok. Du coup, oui, je viens de regarder, ouais, ça fait déjà 40 minutes bien denses. D'autres choses ou tu es content? Non, je suis très content. Moi, ça me va. Donc, Je vais aller faire la popote. Tout le monde est content. J'ai des pizzas à faire, c'est ridicule. Mais ouais. Bah, du coup, de toute façon, moi, je te dis à dimanche. ouais, à dimanche, ouais. Je fasse ma pub. Et puis voilà. Donc, Ouais, dimanche, on va parler de pyramides. je vais commencer à teaser. Dimanche, ce sera un peu folklore. Logiquement, on sera rentré de Mons, en Belgique. Mais sinon, en fait, je lancerai le live au pire en voiture. Voilà, ce sera assez fun. Les conditions chaotiques, c'est pour ma gueule. Je suis Elric. Ouais, je suis mégalomane. Bon, je vais arrêter d'être con. Mais ouais, en tout cas, gros projet que tu auras porté pendant un bon moment. Et Ouais. puis, ben, voilà, je croise les doigts pour la suite. Je te reprends en privé. Ouais. Non. Au revoir les gens. Au revoir. Le mot de la fin, voilà, comme ça je ferme ma bouche et je te laisse conclure. Le mot de la fin, c'est très compliqué toujours, le mot de la fin. En fait, découvrez le jeu de rôle, faites découvrir le jeu de rôle et surtout amusez-vous. Voilà. Que ce soit dans Imperium ou dans plein d'autres univers. Très important.